Van Gogh. Cette même année, 1962, vous publiez La pensée sauvage. Mais d'abord, en avant-propos, pourquoi ce totem, justement, de la pensée sauvage elle-même, c'est-à-dire la fleur, ce qui a fait parler à certains critiques d'humour volontaire? Enfin, il n'y a rien de mal, je crois, à faire un peu d'humour de temps à autre. Ça égaye des sujets austères. Je ne récuse pas du tout le côté humour, mais je pense qu'il y a davantage par derrière, puisque précisément ce que je voulais montrer, c'est que d'abord la pensée que j'appelle sauvage, je veux dire la pensée intellectuelle, est quelque chose comme une fleur sauvage qui s'est développée dans certaines conditions de vie et à l'abri de la civilisation, ou de ce que nous appelons comme tel, et puis d'autre part, et peut-être surtout, parce que j'essayais de montrer l'importance que pour cette pensée offraient les classifications naturelles, et que les espèces botaniques ou zoologiques constituaient le modèle logique que la nature proposait en quelque sorte tout fait, ready-made, prêt à porter à la réflexion humaine pour qu'elle-même s'en empare et classe les choses sociales de cette façon-là. Il y avait donc une sorte d'équivalence entre une espèce botanique particulière et les problèmes que j'essayais de poser. Et en quoi cette pensée se distingue-t-elle, pour vous, par rapport à la pensée primitive telle que l'entendait Lévi-Brühl? De deux manières. Je dirais que la principale, c'est que Lévi-Brühl, qui s'en tenait encore à une vue très absolutiste de la logique occidentale, avait traité la pensée qu'il appelait d'ailleurs prélogique comme un état extérieur et inférieur à cette pensée logique occidentale, et qu'il caractérisait surtout par ce qu'il appelait la participation, c'est-à-dire par des confusions, une incapacité à faire certaines distinctions que le progrès de la pensée logique devait lui permettre d'accomplir. Et aussi parce que Lévi-Brühl a eu constamment tendance à expliquer cette différence entre ces deux logiques par la prépondérance d'éléments affectifs ou mystiques, sentimentaux, émotifs, qui, en quelque sorte, venaient enrober, noyer les facultés logiques. Alors qu'au contraire, j'essayais de montrer que cette logique, premièrement, n'était pas aussi différente de la nôtre qu'on pouvait le supposer, et que peut-être même le progrès de la pensée moderne, les nouvelles logiques, les nouvelles formes de réflexion mathématique, je ne dirais pas, ce serait absurde, ce serait un paradoxe, tendait à se rapprocher de la pensée des sauvages, mais nous aider à mieux comprendre, en tout cas, certains aspects de cette pensée qui, dans un état inférieur de notre propre réflexion logique, nous paraissait absurde, condamnable ou inadmissible. Et puis, j'ai essayé de mettre en lumière que cette réflexion procédait d'un appétit véritablement intellectuel, qui n'était pas du tout nécessaire d'introduire des éléments sentimentaux, mystiques ou émotifs, qu'il y avait dans ce que nous appelons la vie sauvage, un désir de comprendre intellectuellement les choses de l'univers, qui ne le cédait en rien par son ardeur, par ses exigences, à ceux de la science moderne, bien que, naturellement, les résultats soient tout à fait différents. Et ce déterminisme, en quelque sorte, pour prononcer peut-être le mot, comment se distingue-t-il selon vous de celui de la pensée scientifique? Par l'adoption
de niveaux différents où se situent ou doivent se situer les découpages rentables du point de vue scientifique. La pensée sauvage est une pensée qui s'est efforcée, qui s'efforce toujours d'ailleurs dans une certaine mesure, parce que j'aurais pu également souligner qu'elle ne me semble pas révolue, qu'elle continue à exister à l'ombre de l'autre dans nos propres sociétés, dans nos propres civilisations, mais que cette pensée essaye d'introduire de la logique dans le monde au niveau des données de la sensibilité. Autrement dit, de considérer que tout dans l'univers a un sens et que le monde signifie sur le plan des couleurs, des saveurs, des textures, des sons et ainsi de suite. Tandis que, comme nous l'avons tous appris en classe de philosophie, une condition pour que la science moderne se constitue, c'est la distinction cartésienne entre les qualités secondes et les qualités premières, c'est-à-dire un effort pour déplacer l'intelligibilité du plan de la sensibilité à celui de notions plus abstraites. Pour bien faire comprendre votre pensée, vous faites une comparaison entre le bricoleur et l'ingénieur. Voudriez-vous nous en parler, nous expliquer à quel point cela éclaire le problème? Il m'est apparu que ce que j'appelais la pensée sauvage, aussi bien dans l'élaboration des grandes explications mythologiques que dans la construction des rites, n'avait à sa disposition, précisément en raison de cet effort ou de cette acceptation, plus exactement, de l'univers comme un donné qui était immédiatement présent dans les éléments mêmes fournis à la sensibilité, devait par conséquent construire ses interprétations avec ces matériaux tout faits, alors que l'ingénieur ou le savant, et l'ingénieur utilisant les connaissances ou les conquêtes du savant, ne cesse de percer cette enveloppe du monde apparent pour atteindre un autre monde par derrière, puis par derrière encore un autre monde, et ainsi de suite. Et le progrès de la science, en fait, n'a consisté qu'à atteindre des niveaux successifs, des plans de plus en plus secrets, où se trouvait l'explication, la raison d'être du plan auquel on appréhendait. Donc, au lieu de cette conquête, de cette pénétration toujours plus avant, il y a un effort pour construire des explications avec des matériaux qui sont disponibles et qui sont disponibles en nombre limité. Je veux dire, aussi nombreuses que soient les espèces animales ou les espèces végétales, elles sont en nombre fini. Aussi nombreux que soient les données de la sensibilité, ce sont les couleurs des feuilles ou des fleurs ou des pierres qui constituent un certain univers naturel, le monde particulier dans lequel vit une société, et que comme le bricoleur, par conséquent, qui lui aussi trouve dans son atelier ou dans son grenier ou dans ses tiroirs un certain nombre d'objets ou de débris d'objets qui sont tout faits, et chaque fois qu'il se propose un nouveau problème et qu'il veut faire une construction, une machine ou n'importe quoi, il reprend ces éléments et il les agence différemment pour aboutir à ce résultat, que la pensée sauvage procédait de cette manière bricoleuse.